Alors, avant de présenter notre conférencier de ce soir, j'ai une annonce concernant le programme du A32. Alors, les vacances arrivent, c'est la dernière conférence du deuxième trimestre. Ça reprendra le 5 octobre. Et alors, si vous voulez être informé du programme du dernier trimestre, vous mettez votre nom sur ce papier de façon qu'on puisse, et votre mail, de façon qu'on puisse vous prévenir du nouveau programme. Alors, je vais le lancer par là. Alors, on teste un nouvel horaire qui est 18h30. Parce que, à 20h, les gens sont gênés, ça convient pas très bien. Donc, Nicolas Gendreau a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir quitter sa réunion à temps et venir nous voir. Désolé. Alors, Nicolas Gendreau est le directeur général de la régie de l'eau pour Bordeaux Métropole et il va nous parler de la crise climatique et en particulier les problèmes de sécheresse. Est-ce que nous aurons de l'eau sur la métropole dans l'avenir? Je lui laisse la parole. Merci Denis. Écoutez, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de parler sans micro. Si vous souhaitez que je prenne un micro, vous me dites si vous ne m'entendez pas. Bon, partir comme ça. Écoutez, merci, je suis très heureux d'être là. Donc si j'ai bien compris, je suis le premier à essayer 18h30, mais je suis le dernier de la session. Voilà, très bien. Parfait. Donc moi, je vais vous parler à la fois de changement climatique, de crise climatique et de ses conséquences sur la partie eau. Et j'ai choisi de prendre le parti à la fois de faire plutôt un zoom sur la partie eau potable, sur évidemment les territoires métropolitains. Donc à titre personnel, Denis m'a un petit peu présenté, mais j'ai fait toute ma carrière jusqu'à maintenant dans le domaine de l'eau, pour faire vite, dans différentes structures, dans différents endroits. Et ça fait maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années que je suis à Bordeaux pour m'occuper des services d'eau métropolitains, d'eau au sens large, à savoir eau potable, assainissement et aussi gestion des cours d'eau, inondation. Et j'ai travaillé une petite dizaine d'années à la métropole. Et effectivement, depuis quelques temps, je suis en charge de la régie de l'eau Bordeaux Métropole, qui est le nouvel opérateur en charge de la distribution de l'eau potable. Et à partir de 2026, en charge des services de l'assainissement. Et donc, vous avez peut-être eu quelques perturbations dans votre facturation. En tout cas, je pourrais vous répondre sur un certain nombre de sujets si vous avez des questions là-dessus. C'est pas le sujet de la conférence, mais on pourra traiter ce type de questions. Voilà. Alors, pour commencer, je vais essayer d'évoquer les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau, puisque pour distribuer de l'eau potable, on a besoin d'avoir un accès à la ressource en eau. Et donc, je vais essayer de partir d'éléments un petit peu macro. Qu'est-ce qui se passe en termes de changement climatique au niveau planétaire, avec un focus plutôt sur la partie ressources, et puis décliner ça en descendant sur l'échelle métropolitaine. Alors, le contexte global, vous le connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de courbe. Ce type de courbe, ce sont les émissions de CO2 qui sont émises par les activités dites anthropiques, donc l'activité humaine dans l'atmosphère. Donc cette courbe-là que vous trouvez, elle commence du milieu du 19e jusqu'en 2020. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est qu'il y a une croissance significative des émissions de CO2 depuis la révolution industrielle. Vous avez différentes couleurs. Les différentes couleurs permettent de caractériser la nature des émissions. Donc vous avez en bas le charbon, ensuite l'essence, le gaz, d'autres, et puis tout en haut, la partie occupation des sols, qui sont essentiellement les questions d'agriculture. Et donc ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la nature, entre guillemets, du combustible qu'on utilise pour faire de l'énergie, on a une augmentation significative de l'utilisation de ces combustibles, avec une émission de CO2 qui est de plus en plus importante dans l'atmosphère. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement relayées dans la presse, que vous devez probablement connaître. Et j'ai marqué, là, sur la courbe, trois
conférences internationales qui ont marqué ces 20-30 dernières années dans la prise en compte des éléments de changement climatique, qui ont fait l'objet d'un certain nombre de décisions, de mesures de plusieurs gouvernements qui se sont accordés sur des traités, sur des accords internationaux. Et donc vous avez Rio en 92, Kyoto en 97 et Paris en 2015, et en particulier Paris 2015, avec un objectif d'une augmentation de la température au niveau du globe moyenne de plus de degrés, qui était un engagement relativement fort. Ce que vous voyez clairement sur la courbe, c'est qu'il y a bien une incidence très forte de ces conférences sur l'augmentation des émissions. Ça s'est arrêté. Pas du tout. En fait, il n'y a aucune incidence de ces conférences sur le fait qu'on émet de plus en plus d'émissions de CO2. Et donc, clairement, la température moyenne du globe continue à augmenter, quelles que soient les décisions politiques qui sont prises jusqu'à présent, parce qu'on n'a aucune rupture de la courbe. La petite baisse qu'on voit en 2020, c'est l'année Covid. Donc c'est uniquement ça. Alors j'ai pas les derniers chiffres sur cette courbe, mais depuis ça a repris. On est bien sur la tendance classique. Tout ça pour dire que c'est un problème qui est connu. C'est un problème qui est avéré, qui est scientifiquement est démontré, qui fait l'objet d'un certain nombre de rapports régulièrement et pour lesquels aujourd'hui la communauté internationale, les différents décideurs n'arrivent pas à traduire cette prise en compte dans des actions opérationnelles pour inverser les tendances sur les courbes. Quand on décline ça donc à gauche, mon graphique c'est sur les températures. Donc la température, c'est la température entre guillemets pareil de la fin du 19e jusqu'à après les années 2020. Donc le zéro, c'est la moyenne entre 1900 et 2000. Et chaque année, on a reporté la température moyenne du globe pour savoir si c'était au-dessus ou en dessous. Et donc, ce qu'on voit clairement, c'est grosso modo, entre les années 40 et les années 80, on était plutôt en dessous de cette moyenne, et que depuis les années 80, on est clairement au-dessus, et on est au-dessus, pareil, avec une croissance très forte des températures. Alors, je sais jamais le chiffre, parce que ça bouge tous les ans, mais grosso modo, dans les 10 dernières années, on a eu les 7 années les plus chaudes depuis qu'on fait ce type de mesures. Et donc, on voit bien qu'il y a une corrélation très forte entre la température et la courbe d'émissions de CO2 que j'ai montré tout à l'heure. Et ça, toutes les études scientifiques le montrent. C'est bien les émissions de CO2 qui sont liées à l'activité humaine qui sont la conséquence du dérèglement climatique et en particulier l'augmentation de température moyenne sur le globe. Et à droite, vous avez l'évolution du niveau de la mer, parce que quand on réchauffe la Terre, ça a aussi une conséquence sur le niveau de la mer. Donc là, pareil, fin du 19e jusqu'au début du 21e. Et donc là, on a une augmentation moyenne des océans de plus de 25 cm depuis un siècle. Et aujourd'hui, on estime, ça dépend des modèles, etc., qu'à la fin de ce siècle-là, on aura entre plus 80 cm à plus 1 mètre de hausse du niveau de la mer, avec toutes les conséquences que ça va créer. Ce que disent les scientifiques par rapport à ça, aujourd'hui, c'est que même si aujourd'hui, j'arrêtais d'avoir des émissions de CO2, j'ai une inertie dans le système, à savoir, c'est pas parce que j'arrête d'émettre de CO2 que brutalement, je retrouve les courbes initiales, mais j'ai un certain nombre de besoins de temps pour que derrière, les courbes, elles reviennent, voire un certain nombre de courbes, entre guillemets, ne vont pas revenir à leur stabilité qu'il y avait avant, puisque on est rentré dans un certain nombre de processus qui sont aujourd'hui malheureusement irréversibles. Alors, ce que je vous ai montré là, jusqu'à maintenant, ce sont des éléments qui sont moyens sur le globe. Quand on dit qu'on a une augmentation de la température de plus 2 degrés, de plus 4 degrés, c'est une évolution de la température qui est moyenne sur l'ensemble du globe quand on fait des moyennes. Or, il s'avère qu'en fait, qu'on a une forte hétérogénéité spatiale. L'impact du réchauffement climatique n'est pas le même selon la région dans laquelle vous êtes. Donc là, j'ai ressorti les éléments qui sont les éléments du dernier rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe, le groupe mondial de scientifiques qui travaillent sur le sujet et qui émet des rapports grosso tous les 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est le dernier rapport qu'ils ont émis. Donc ils actualisent les données, ils font tourner des modèles et ils sortent un certain nombre d'éléments qui permettent de préciser où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc ils ont fait, en l'occurrence, la dernière fois, plusieurs scénarios.
un scénario à plus 1,5 degré, un scénario, dit le scénario de Paris, à plus 2 degrés, et puis un scénario à plus 3 degrés et un scénario à plus 4 degrés. Je vous ramène à ce qu'a dit le ministre de l'Environnement il n'y a pas très longtemps, qui parlait du changement climatique, et il a dit qu'il fallait commencer à envisager sérieusement une adaptation dans un scénario à plus 4 degrés. C'est-à-dire que déjà d'aujourd'hui, on considère que malgré les décisions qui ont été prises en 2015 à l'occasion de l'accord de Paris, de plus de degrés, aujourd'hui, moins de 10 ans après, on considère que cette cible de plus de degrés, aujourd'hui, n'est pas atteignable. Et donc, ce qu'on voit, évidemment, c'est que plus on a une température moyenne élevée, plus la carte est rouge, normal, il fait plus chaud. Mais au-delà de ça, la carte est rouge, mais elle n'est pas rouge de la même façon. C'est-à-dire qu'on voit en particulier que, alors on voit un peu plus sur la carte de droite, on a un peu de noir et de rouge foncé. C'est-à-dire qu'on a des zones qui sont très rouges et des zones qui sont un petit peu moins rouges. Et en particulier, les zones qui sont très rouges, et donc les jaunes qui se réchauffent le plus, ce sont en particulier les pôles. Vous voyez que le pôle nord, il est assez rouge, et le pôle sud aussi a une frange rouge. Et ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire qu'on a un effet boule de neige, puisque la température se réchauffe, mais elle se réchauffe plus là où, quelque part, il fait un peu plus froid, à savoir sur les pôles, et donc quelque part, ça a des incidences très fortes, en particulier sur la fonte des neiges, qui s'accentue dans ces régions-là par rapport à d'autres régions. Nous, au milieu de tout ça, on est dans une zone évidemment qui est touchée, comme tout le monde, et on peut dire aujourd'hui qu'on est à peu près touché dans la moyenne. C'est très difficile d'avoir des échelles un peu particulières pour dire comment il va se faire à Bordeaux. Aujourd'hui, ce qu'on dit dans le discours, ce qu'on disait dans le discours, c'est que Bordeaux, demain, ce sera le climat de Séville. Voilà, vous l'avez probablement entendu dire. Donc ça, c'est ce qu'on disait il y a une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, il faut considérer que le climat de Bordeaux de demain sera celui de Marrakech. Malheureusement. Avec toutes les conséquences, évidemment, que ça veut dire. Donc là c'est pareil, j'ai pris donc la même carte avec les mêmes scénarios sortis du même rapport, mais on a regardé la pluie. Les précipitations, pour regarder par rapport à une moyenne de précipitation comment ça se passe. Alors en moyenne de précipitation, en moyenne sur le globe, on pense qu'on n'aura pas plus ou pas moins de pluie qu'avant, en moyenne. Par contre, il y a deux choses importantes, c'est que d'une part, elle va être distribuée de façon très différente, c'est-à-dire que certains territoires vont avoir plus de pluie, d'autres territoires moins de pluie, comme ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure sur la température. Donc ça, c'est un élément important. Mais le deuxième élément, c'est que la nature des pluies ne sera pas la même. À savoir en particulier, on parle beaucoup, ce qu'on dit en termes techniques, d'exacerbation des extrêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus d'orages et de pluies très fortes et beaucoup moins de petites pluies fines sur le territoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tombe à un endroit donné la même quantité d'eau, à partir du moment où sa répartition dans le temps va être très différente parce qu'on va avoir des gros orages et des grosses pluies, son impact, que ce soit sur les cours d'eau ou sur la végétation, ne va pas du tout être la même, puisque, entre guillemets, quand on a des grosses pluies qui tombent, il y a une grosse partie qui s'évacue et peu qui reste dans les sols ou qui est utilisée par la végétation. Alors que quand on a des pluies de pluie, forcément, elles sont beaucoup plus capitalisées par la végétation. Donc même si on a la même pluie, son impact va être assez fort, à la fois sur la végétation et sur les cours d'eau. Et au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, dans les scénarios, une répartition très différente de la pluie, avec un certain nombre de zones, en particulier autour de l'équateur, où il va y avoir beaucoup plus de pluie, et puis un certain nombre d'autres zones qui sont identifiées en rouge, qui sont plutôt sur les océans, et là où il va y avoir clairement des déficits de pluie. Et nous, on est dans une zone un petit peu intermédiaire, qu'on voit pas bien sur les courbes, où on devra à peu près avoir la même quantité de pluie, mais en distribution temporelle de nature très très différente, avec probablement beaucoup plus d'orages et probablement moins de petites pluies fines sur le territoire. Alors je dis probablement parce que c'est très difficile pour les modèles d'avoir des échelles très fines, c'est plutôt des échelles qui sont macro au niveau du globe. Une fois que j'ai dit ça, quand je descends à Bordeaux, pour regarder un petit peu sur notre territoire comment ça se traduit. Donc ça, c'est la même notion que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la moyenne des températures. Vous avez une moyenne de température qui est augmentée
globalement sur le globe. Donc ça, c'est à Bordeaux. Plus c'est rouge, plus il fait chaud par rapport à la moyenne 1971-2000. Et ça, c'est à peu près tout le XXe siècle. Hein, et donc, qu'est-ce qu'on constate très nettement? C'est qu'on a plutôt du bleu à gauche du graphique, hein, donc plutôt en dessous des valeurs moyennes. Et clairement, depuis quelques années, on est dans le rouge, voire dans le rouge très foncé, hein, ces dernières années. Ce qui traduit, globalement, entre guillemets, l'impact local qu'on a, qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a des températures de plus en plus élevées, et que les dernières années sont les années les plus chaudes qu'on a connues au niveau du globe, mais pour Bordeaux aussi, en moyenne, c'est le cas. Hein, donc on a clairement une augmentation des températures sur Bordeaux en moyenne. Je regarde maintenant le débit des cours d'eau. Hein, donc ça, c'est une étude qui a été faite dans les années 2010, hein, pour lequel on a regardé les débits, hein, de la Dordogne et de la Garonne, les débits moyennes annuels des débits. Hein, et donc on les a mis sur un graphique. Hein, donc vous avez en bleu la Garonne, et en vert la Dordogne, hein, donc la Garonne en province, et là, en vert la Dordogne à Pessac sur Dordogne. Alors, pour mesurer les débits, on se met toujours un petit peu à l'amont pour éviter l'influence de la marée. C'est pour ça qu'on n'est jamais à Bordeaux même. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a une variabilité chaque année. Hein. Chaque année, les débits sont un peu différents parce qu'il y a des pluies, il y a de la neige, enfin, il y a un certain nombre de choses. Mais qu'en moyenne, hein, le débit de la Garonne comme le débit de la Dordogne baisse. Hein, c'est-à-dire qu'en moyenne, on a de moins en moins d'eau qui passe dans les cours d'eau. Hein. Et donc, évidemment, quand on s'occupe d'eau, hein, peut poser problème, parce que ça veut dire que demain, on risque d'avoir une raréfaction de la ressource, parce qu'on va avoir moins de disponibilité d'eau dans le cours d'eau. Alors, entre guillemets, qui est moins impactant, évidemment, à Bordeaux lui-même, parce qu'on a l'influence de la marée et on ne le voit pas beaucoup, mais qui, évidemment, sur les communes à l'amont, hein, en particulier, je pense à Toulouse, sont extrêmement concernés par ce type de sujet, parce que, hein, disons, la Garonne à Toulouse, qui a de moins en moins d'eau. Donc ça c'était une moyenne, entre guillemets, annuelle. Hein, et maintenant, je regarde ce qui se passe dans l'année. Hein, et donc, vous avez le 0, hein, qui est la moyenne 1970-1999, donc la moyenne qu'on connaît, hein, et sur lequel, chaque mois, hein, si je suis à 0, ça veut dire que je suis à peu près à la moyenne entre 1970 et 1990. Et les chercheurs ont fait tourner un modèle, hein, qui a permis d'évaluer les débits dans le futur. Hein, ils ont regardé les débits entre 2046 et 2065. Hein, donc ce modèle a été fait en 2007, hein, donc il y a déjà 15 ans, donc avec des hypothèses qui étaient plutôt raisonnables par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ils ont regardé, entre guillemets, quel était le débit de la Garonne et quel était le débit de la Dordogne futur chaque mois. Et donc vous avez en noir. Hein, ensuite, c'est des probabilités. Hein, mais vous avez en noir le débit qui sera chaque mois. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Hein, je vais prendre par exemple la Garonne. On constate qu'au mois de mars, hein, donc sur le point qui est, si vous voyez, au mois de mars, hein, on a un point, la courbe noire est pas très loin du 0. Hein, donc ça veut dire qu'au mois de mars, on aura à peu près le même débit qu'on a constaté par le passé. Par contre, hein, ce qu'on constate, c'est qu'au mois de juin, hein, on a un décalage très fort, hein, qui sont en particulier les débits d'étiage. Hein, et là, eh bien, on perd 50% des débits. Hein, donc ça veut dire que au mois de juin, hein, on va avoir des débits d'étiage beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Donc là, je suis au mois de mars. Hein, donc je tangente le 0. Donc demain, j'aurai à peu près le même débit qu'aujourd'hui. Au mois de juin, hein, je suis entre à peu près à moins 50%, hein, et donc j'aurai moins 50% de débit dans la Garonne. Hein, ce qui veut dire concrètement que même si j'ai d'une part le débit de la Garonne qui diminue, mais au-delà de ça, je vais avoir des impacts très très forts en période entre guillemets où j'ai besoin d'eau, qui en particulier le mois de juin. Hein, et puis en moyenne, on estime qu'on va perdre 25% des débits. Hein, et on retrouve la même courbe,
sur la Dordogne, alors qui est un peu différente parce que les conditions sont un peu différentes, les modèles sont un peu différents, mais on retrouve la même courbe, à savoir on a globalement moins 25% de débit, et en particulier à l'étiage, on peut aller jusqu'à moins 50%. Et évidemment, l'étiage a lieu plutôt l'été, et c'est l'été au cours de laquelle on a plus besoin d'eau, parce que l'hiver on a moins besoin d'eau, c'est plutôt l'été. Voilà. Donc ça, c'est la situation un petit peu macro. Et maintenant, je vais regarder un petit peu plus sur Bordeaux, et avec un zoom depuis le début de l'année 2023, où est-ce qu'on en est de la situation, qu'est-ce qui se passe. Alors, une première carte, qui est la situation de la sécheresse en France, carte qui est sortie donc la semaine dernière, et qui montre, entre guillemets, les décisions des préfectures sur les arrêtés sécheresse. Donc, quand il n'y a pas de couleur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêté sécheresse. Quand il y a une couleur, ça veut dire qu'il y a un arrêté sécheresse. Et plus la couleur est foncée, plus ça veut dire que l'arrêté sécheresse est, entre guillemets, impactant. Donc, quand vous avez du jaune un petit peu clair, ça veut dire qu'on est en vigilance. Concrètement, la vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un petit peu attention, il faut faire un petit peu de communication sur le fait qu'il faut faire attention à sa consommation d'eau, aux usages d'eau. Quand vous êtes en rouge écarlate, ça veut dire qu'on est en crise. Et là, clairement, il y a des restrictions dans les usages de l'eau, que ce soit pour l'eau potable, pour l'agriculture, pour tous les usages qu'on peut avoir. Et donc, ce qu'on constate sur ces cartes, alors il y a deux choses. D'une part, c'est que cette année, des arrêtés sécheresse ont été pris extrêmement tôt dans le temps, et en particulier dans le sud-est. Dans le sud-est, on a eu des arrêtés sécheresse qui ont été pris dès le début de l'année, dès le printemps, ce qui en général ne se voit pas, parce que le printemps est plutôt une période où on n'a pas de restriction d'eau. Il y avait des restrictions d'eau et des arrêtés qui étaient pris. Et aujourd'hui, on a globalement quand même une bonne partie du territoire qui est concernée par des arrêtés sécheresse, avec en particulier des difficultés autour du pourtour méditerranéen, en particulier dans le sud-est et autour de Perpignan. Je complète avec une carte qui est la situation des nappes. Il y a eu un peu de communication par le ministre de l'Environnement, M. Béchu, ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez été un peu attentif, mais qui grosso modo pointe le doigt sur le fait qu'on a des nappes qui sont relativement basses, au sens où elles n'ont pas eu leur recharge normale et qu'il y a moins d'eau dans les nappes. Alors autant la partie que j'ai montrée tout à l'heure, sécheresse, est plutôt axée sur les eaux de surface, et ça veut dire entre guillemets que c'est plutôt l'impact que ça sur les cours d'eau, et donc ça impacte sur les services d'eau qui prennent de l'eau en rivière pour alimenter l'eau. Autant là, c'est plutôt sur les nappes, et donc les nappes, ça impacte plutôt les services d'eau qui prennent de l'eau en nappe. Alors je dis services d'eau, c'est mon sujet, mais pour les questions en particulier agricoles, c'est un peu le même sujet. Et donc, ce qu'on constate, c'est que, et ce qui est dit, c'est qu'on a 2/3 des nappes qui sont en dessous des normales. Donc on a quand même un sujet, ça veut dire qu'on a beaucoup de tension sur les nappes, qui sont réparties un petit peu différemment sur le territoire, avec plutôt le centre et encore l'est qui sont très concernés par des nappes très basses. On a la Bretagne qui est un peu préservée, elle est en bleu, donc c'est plutôt haut. Et nous, on est en Gironde, et en Gironde, on est à peu près neutre, on est modérément bas, les Landes sont plutôt hautes, le Lot-et-Garonne est plutôt niveau bas, on est plutôt dans une zone qui est, en tout cas en Gironde et à Bordeaux, un peu privilégiée. Mais cette photo est à date, et évidemment, ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'évolution de ces nappes dans le futur, sachant qu'une nappe évolue beaucoup plus lentement qu'un cours d'eau, puisqu'il y a le temps que l'eau chemine dans les différentes couches pour arriver aux nappes, il se passe un certain temps, alors que sur les rivières, c'est beaucoup plus direct, parce que quand vous avez plus de pluie, vous avez beaucoup moins d'alimentation des rivières, et vous voyez tout de suite. Donc, question nappe, à Bordeaux, on est plutôt privilégié, sachant que l'essentiel des ressources qu'on utilise pour l'alimentation en eau potable,
sur Bordeaux et sur l'agglomération de Bordeaux, vient des nappes. Et ça, c'est un point important, parce que ça veut dire qu'on est aujourd'hui, à date, plutôt préservé. Alors, que dit la presse? Alors, évidemment, c'est pas votre sujet premier, les questions d'eau, de sécheresse, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que on a une presse nationale qui parle beaucoup d'eau depuis la canicule, ce qu'on n'avait jamais vu, parce qu'en général, c'était pas des sujets qui étaient instruits. On en parlait un petit peu l'été, quand il y avait des problèmes de sécheresse à l'occasion, mais en général pas du tout. Alors que là, quand on regarde, entre guillemets, ce que sort la presse, grosso modo, depuis l'été dernier, il y a des articles de presse qui sont à la limite plutôt alarmants globalement, et qui égrènent régulièrement qui font les titres. Donc, Le Monde du 14 mars, la France sous la menace d'une sécheresse encore plus importante qu'en 2022. Donc déjà en mars, on dit que la situation va être compliquée cet été. Le Monde du 23 avril, sécheresse, plus une goutte d'eau au robinet, le scénario qui inquiète les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales, donc c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Il faut savoir que dans les Pyrénées-Orientales, ils ont eu des restrictions d'alimentation en eau sur un certain nombre de communes, parce que raréfaction de la ressource et plus d'eau dans la ressource. Le Figaro, Pyrénées-Orientales, les habitants du village de Corbières privés d'eau à cause de la sécheresse, et donc distribution de bouteilles d'eau potable. Donc le 9 mai, sécheresse, les Échos, sécheresse, les Échos, la Côte d'Or placée en vigilance sécheresse. Donc voilà. Donc une presse nationale qui s'inquiète. Je viens maintenant sur le local, Sud-Ouest, qui n'est pas Sud-Ouest à Bordeaux. Donc mai 2023, Pyrénées-Atlantiques, malgré les pluies, les niveaux des nappes et des cours d'eau sont toujours inférieurs à la normale, alerte de la préfecture. Donc vous voyez, dès la sortie de l'hiver, on commence à alerter sur le fait qu'on risque d'être en difficulté sur l'alimentation en eau potable ou sur les usages agricoles. Juin, Charente-Maritime, les premières mesures limitant l'usage de l'eau tombent. Donc dès juin, en Charente-Maritime, il y a des limites, il y a des restrictions dans les usages d'eau, ce qui entre guillemets est relativement exceptionnel parce que ce genre de mesures arrive plutôt en juillet et en août et très rarement à cette saison. 6 juin, sur le bassin d'Arcachon, les nappes sont basses et le débit de l'air est faible. Et 12 juin, donc c'était cette semaine, un épisode de chaleur précoce et inédit s'installe sur la France. Donc on est vraiment dans une situation où aujourd'hui, clairement, on voit et on commence à vivre ce que disaient les scientifiques, les impacts du changement climatique au quotidien. Ils ont toujours dit il va y avoir des impacts, il va y avoir un certain nombre de problèmes sur les températures, sur la ressource en eau, etc. Et donc, on a dit oui, ça va venir. Aujourd'hui, on dit plus oui, ça va venir, on dit oui, c'est là. Et la question, c'est de savoir, maintenant, on est vraiment au pied du mur. Il faut réussir à s'adapter. Alors, je regarde maintenant ce qui nous intéresse sur le service d'eau de la métropole. Alors, le service d'eau de la métropole, on est plutôt en nappe, mais on a quand même ce qu'on appelle des résurgences de nappes, donc des sources qu'on capte et qu'on utilise. Et donc, autant les nappes qui sont profondes, quand on va chercher de l'eau à 150 mètres, 200 mètres, 250 mètres, on est relativement épargné par cette actualité conjoncturelle, même si on surveille les nappes, parce que sur le temps long, elles diminuent. Autant sur les sources qu'on capte, évidemment, on est directement concerné par ça. Et donc là, vous avez une source importante qu'on utilise. Donc là, j'ai fait la courbe depuis 2017, il me semble, 2017. Et donc j'ai le débit de cette source qui varie d'année en année. J'ai donc un creux qu'on voit là. Alors c'est pas que la source n'a pas donné, c'est qu'on avait des travaux de maintenance et qu'on n'a pas exploité la source, parce que cette source, entre guillemets, on l'a fait venir, on avait des gros travaux à faire sur la canalisation d'année, et donc mécaniquement, on l'a pas utilisée. Donc elle a apporté 0 sur la métropole. Et là, c'est pareil, chaque fois que vous voyez une barre vers le bas, c'est qu'on a eu des travaux d'intervention sur la canalisation d'année, et donc de fait, on n'a pas pu valoriser la ressource. Ce qu'on voit, c'est que
ce débit il varie d'une année sur l'autre, hein, ce qui est normal. Qu'on est passé par des phases qui sont relativement basses, hein, où on avait plutôt autour de 20-25 000, hein, mais qu'on avait des débits qui étaient relativement hauts, puisqu'on était plutôt à 30 000, 35 000. Et vous voyez bien que cette différence de 10 000 mètres cubes jour, hein, et ben, elle n'est pas neutre, parce qu'on distribue aujourd'hui en moyenne à peu près 150 000 mètres cubes jour. Ben, 10 000 mètres cubes de différence, ben, c'est 7 à 8% de différence que j'ai de disponible ou pas. Alors quand je l'ai, ben, tant mieux, j'utilise. Quand je l'ai pas, il faut que j'aille chercher un autre besoin, parce que sinon ça veut dire que je dis aux habitants de la métropole de Bordeaux de ne pas utiliser l'eau. Hein, et donc on est tributaire de ça. En 2022, hein, on était là. Hein, donc on avait notre débit de source qui était autour de 27 000, 28 000 mètres cubes. Et en avril 2023, on était là. Hein, donc on était un petit peu bas, hein, plutôt autour de 26 000 mètres cubes. Alors j'ai demandé aux collègues, mais ils n'ont pas le temps de le faire, de voir un petit peu depuis fin avril, hein, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai pour qu'on ait la courbe. On était plutôt sur une tendance plutôt à la hausse, hein, ce qui est plutôt bénéfique pour nous, mais ça dépend aussi de la pluie. Hein, donc voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt au-dessus de 25 000. On n'est pas dans les périodes les plus basses qu'on a connues. Donc on est un peu préservé et on a un petit peu de disponibilité d'eau, en particulier pour passer cet été, hein, puisque ce que j'ai aujourd'hui au début, vous voyez, on a des variations, mais qui ne sont pas significatives, hein, et donc on a un petit peu de ressources pour passer cet été. En tout cas, on est plutôt dans des bonnes dispositions. Ça, c'est la partie ressources. Ça, c'est le même graphique, hein, mais que je suis remonté un petit peu plus loin dans le temps. Je suis remonté jusqu'aux années 2000, hein, et j'ai regardé non pas le débit jour par jour, mais j'ai regardé chaque année en moyenne ce que j'ai pu exploiter de ma source. Hein. Et vous voyez que ça varie significativement, puisque je peux avoir, entre guillemets, exploité en moyenne dans l'année 32 000 mètres cubes, 33 000, ou 22 000. Hein, je retrouve mes 10 000 mètres cubes dont je parlais tout à l'heure, mais là, c'est pas sur une journée donnée, c'est en moyenne dans l'année. Hein. Et ce qu'on constate aujourd'hui quand même, hein, c'est que dans les dernières années, là, 2020-2021, j'avais significativement augmenté le débit des sources, elle donnait bien, c'est ce qu'on voyait un petit peu sur la courbe tout à l'heure, j'étais un peu sur le haut, et donc j'avais en moyenne dans l'année pas mal d'eau, hein, alors que là, je suis plutôt sur, entre guillemets, une baisse, hein, ce qui fait que même si j'ai un petit peu d'eau et que je me fais pas trop de soucis, en moyenne quand même dans l'année, j'ai une perspective qui est pas très forte. Et ce qu'on peut dire aussi, alors je l'ai pas tracé sur le graphe, c'est que si je devais faire, entre guillemets, une tendance de cette courbe, hein, ben on voit clairement que la tendance, elle est plutôt à la baisse, hein, qu'à la hausse. Hein, ce qui conforte tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que j'ai globalement plutôt une baisse et une raréfaction de la ressource, hein, ce qu'on voit bien en moyenne là-dessus. Ce qui ne veut pas dire que je vais avoir que des mauvaises années, hein, mais ce qui veut dire quand même que globalement, je vais avoir de moins en moins de bonnes années et de plus en plus de mauvaises années. Hein, et donc évidemment, derrière, une difficulté potentielle à desservir les habitants de la métropole en eau potable. Alors, est-ce qu'on aura de l'eau cet été? Est-ce que vous pourrez vous doucher? Est-ce que vous pourrez arroser votre jardin? Est-ce que vous pourrez boire? C'est quand même la question qu'on se pose. Hein. Alors, comment est-ce qu'un service d'eau fonctionne? Un service d'eau, c'est assez simple. Hein. On prend de l'eau, hein, donc ou en nappe ou en rivière, pour faire vite. On la potabilise, hein, on la traite pour qu'elle soit conforme et qu'on puisse la boire. On la met en hauteur, hein, souvent dans des châteaux d'eau, hein, les châteaux d'eau qui marquent le paysage français, on a plein de châteaux d'eau partout. Et après, ben, on a un tuyau qui descend du château d'eau dans votre habitation, ce qui fait que quand vous ouvrez le robinet, ben, l'eau descend et l'eau coule. Hein, donc c'est ce que dit le schéma. Donc là, j'ai un prélèvement au cours d'eau, ou là j'ai un prélèvement en nappe. Hein. Je fais éventuellement un bout de traitement. Alors je dis éventuellement parce que ça dépend de la qualité de l'eau que je prends. Je la mets sur un point haut,
hein, et après, hop, ça descend dans les habitations. Hein. Donc, ce que ça donne concrètement pour ce territoire métropolitain, c'est la carte, hein, pour lequel, encore une fois, j'ai une caractéristique, c'est que je ne prends pas d'eau en rivière, hein, je prends que de l'eau en nappe ou d'autres sources qui est en fait de l'émergence de nappe, hein, donc je ne fais pas de traitement en rivière, hein, et en particulier, je n'utilise pas aujourd'hui l'eau de la Garonne pour alimenter la métropole de Bordeaux en eau potable, hein, et je ne l'utilise pas pour deux raisons. La première, c'est que ça a toujours été facile en Gironde de faire un trou et de trouver de l'eau, parce qu'il y a de l'eau partout en Gironde, je fais un trou, je trouve de l'eau, hein, et en plus plutôt de l'eau de bonne qualité, hein, donc tout le monde a fait ça. Hein, et la deuxième chose, c'est que l'eau de la Garonne, elle présente deux difficultés. D'une part, elle est salée, hein, et l'eau salée, c'est très difficile à traiter. Et deuxièmement, j'ai le bouchon vaseux, hein, elle est très turbide. Et là aussi, c'est un peu compliqué pour la rendre potable. Alors aujourd'hui, la technique le permet, hein, mais c'est compliqué. Donc en fait, historiquement, nos grands anciens, ils sont allés chercher l'eau là où il y avait, donc ils ont fait des trous, où ils ont pris des résurgences. Donc il y a deux résurgences qu'ils ont prises, c'est ici, hein, ce qu'on appelle le secteur de Tilliamard, hein, donc à Saint-Médard-en-Jalles, il y avait des résurgences, donc on capte, et dans le sud, hein, dans le Sauternais, on détachait des résurgences et on amène tout ça, hein, sur la métropole de Bordeaux. Donc ces travaux-là ont été faits milieu du 19e, pour faire vite, hein, et ensuite on a complété par un certain nombre de forages, hein, un peu partout, donc au sud de la métropole, sur le territoire de la métropole, et ce qui a permis de compléter l'alimentation d'eau potable pour, entre guillemets, avoir suffisamment d'eau pour desservir la métropole et subvenir à ses besoins dans son développement. Et aujourd'hui, ce que vous voyez sur l'ouest de la métropole, entre guillemets, c'est un projet qu'on a, hein, de forage, hein, pour continuer à pouvoir alimenter la métropole en eau. Aujourd'hui, on a clairement une équation qui est un petit peu difficile à résoudre, parce que, comme je vous l'ai dit, on a une baisse de la disponibilité de la ressource, hein, même si elle ne se fait pas trop sentir aujourd'hui sur le territoire métropolitain, c'est quand même une tendance lourde, et on sait qu'on va avoir de moins en moins d'eau disponible. Hein. Et en parallèle, on a ce qu'on appelle une augmentation des besoins. Hein, une augmentation des besoins, pourquoi ? Parce que on a de plus en plus d'habitants sur la métropole, et quand les habitants viennent, eh ben, ça crée une demande supplémentaire en eau, hein, et donc il faut les alimenter en eau. J'ai une consommation individuelle, hein, qui est aujourd'hui à peu près stabilisée, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un temps où un foyer consommait de moins en moins d'eau, hein, et en particulier parce que on a fait énormément de progrès sur l'électroménager, hein, et aujourd'hui l'électroménager consomme très peu d'eau, alors qu'à une époque il consommait beaucoup d'eau, ce qui fait qu'aujourd'hui un foyer consomme moins d'eau que par le passé. Mais on est un petit peu aujourd'hui au seuil, hein, ce qui fait que tout nouvel habitant se traduit par une consommation d'eau supplémentaire. Et ensuite, on sait que l'augmentation de la température, eh ben, génère des besoins supplémentaires en eau. Parce que quand il fait chaud, eh ben, on a besoin d'un peu plus d'eau. Alors, c'est pas tellement pour s'hydrater, parce que c'est pas ça qui fait le plus, mais parce que on prend plus de douches, on arrose éventuellement un peu plus son jardin, etc., etc. Et donc, on a aujourd'hui une équation à résoudre, de moins en moins de disponibilité de la ressource et de plus en plus de besoins de consommation. Ce qu'on traduit là sur les courbes, hein, qui sont les courbes donc alors vous avez trois courbes, la courbe des volumes qui sont prélevés, hein, donc je prélève cette eau dans le milieu naturel. Ça, c'est l'eau en rouge qui sort des réservoirs, hein, c'est-à-dire que j'ai perdu un petit peu d'eau entre le moment où je l'ai prélevé et le moment où je l'ai mis dans le réservoir, parce que j'ai des process de traitement, j'ai un peu de perte dans les réseaux, etc. Et puis là, c'est le volume d'eau qui est vendu, consommé. Et donc là, c'est pareil, j'ai de la perte, c'est ce qu'on appelle le rendement, entre le moment où mon eau elle sort du réservoir et le moment où elle arrive chez les habitants. Aujourd'hui, les rendements sont, pour faire vite, ils oscillent entre 80 et 70, 65%. Ce qui veut dire concrètement que quand je prends 100 litres d'eau en sortie de réservoir, j'en ai que 80
70 qui arrivent chez l'usager. Donc j'ai une perte en ligne. Et ce qu'on voit sur la consommation, c'est que la consommation, grosso modo, elle était à peu près dans une fourchette de 40 à 45 millions de mètres cubes chaque année sur la métropole, entre les années 93 et les années 2015. C'était à peu près la consommation, qui donc a quelque part absorbé l'augmentation de la population pendant toute cette période-là. C'est-à-dire que les nouveaux habitants y venaient, mais en fin de compte, ça générait pas de besoins supplémentaires de consommation, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une consommation individuelle qui a baissé, en particulier l'électroménager. Mais pas que, parce que les collectivités ont aussi beaucoup d'efforts dans les arrosages des parcs et jardins, dans l'arrosage des terrains de sport, et puis les industries ont aussi beaucoup amélioré leurs process. Ils avaient beaucoup de process à eau perdue par le passé. Aujourd'hui, ils ont des process à eau recyclée. Mais ce que je constate, c'est que depuis 2015, ma courbe repart à la hausse. Elle repart à la hausse pour deux raisons. La première, c'est parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, la consommation individuelle, elle bouge plus vers le bas. Donc, tout nouvel habitant génère un petit peu plus de consommation d'eau. Et il fait de plus en plus chaud. Et donc, je consomme aussi de plus en plus d'eau parce qu'il fait chaud. Et donc, ça traduit bien ça. Ça, c'est la même courbe que tout à l'heure, mais je l'ai divisé par le nombre d'habitants sur la métropole. Et donc, ce qu'on constate, donc ça, c'est le volume prélevé par habitant, et ça, c'est le volume consommé par habitant. Tout à l'heure. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est grosso modo depuis les années 2010, j'ai une stabilité de la consommation par habitant. C'est-à-dire que l'habitant, il n'arrive plus à faire des efforts, il est à peu près sur une consommation constante. Pour terminer sur le diagnostic, j'ai parlé de rendement tout à l'heure. Donc c'est la perte que j'ai en réseau, sur lequel évidemment on travaille, puisque moins je vais perdre d'eau, plus je vais réussir à en amener chez l'usager. Donc quelque part, plus je vais rendre mon système performant et plus je vais pouvoir valoriser l'eau qui est disponible. Donc évidemment on travaille dessus. Et donc ce qu'on constate, c'est que entre guillemets, on a plutôt une progression de ce rendement. Donc j'arrive à améliorer le fonctionnement de mon service, j'arrive à perdre entre guillemets moins d'eau. Il n'empêche que j'ai toujours ici sur la métropole un rendement qui oscille entre 83% et 85%, et pour lequel j'ai du mal à dépasser ce seuil-là. Et quand je dis que je perds 15% de volume, comme je capte à peu près, que je mets en distribution autour de 50-55 millions de mètres cubes, c'est un petit 10 millions de mètres cubes que je perds dans la nature. 7-8 millions de mètres cubes dans l'année. Et donc, il y a des enjeux significatifs là-dessus, sur lesquels, évidemment, il faut que le service travaille pour améliorer sa performance, pour faire en sorte que chaque goutte qu'on prélève dans le milieu naturel, comme je sais que j'en aurai de moins en moins, j'arrive grosso modo à l'amener directement à l'usager et que j'en perds pas en route. Et donc ça, c'est un gros enjeu du service de l'eau. Mais il sera probablement pas suffisant, et j'aurai probablement besoin d'aller chercher des ressources complémentaires, des ressources supplémentaires pour faire face à la demande. Et donc la question, c'est est-ce que j'aurai suffisamment de ressources sur les territoires métropolitains ou autour pour satisfaire les besoins. Alors, en termes de conclusion, quelques perspectives. Le premier sujet que je voudrais évoquer, c'est que je vous ai expliqué que comme il allait faire chaud, on allait avoir besoin chacun individuellement probablement de plus en plus d'eau. Mais il y a aussi le fait que quand on demande à un certain nombre d'acteurs de réfléchir sur la ville de demain, comment sera faite la ville de demain, il y a beaucoup de réflexions pour rafraîchir la ville, pour faire en sorte que la ville soit moins chaude que ce qu'on peut imaginer, alors que jusqu'à maintenant, on a plutôt utilisé ou réalisé une conception de la ville sans prendre en compte les questions de température. On a mis de l'asphalte partout, on met des bâtiments qui ont qui sont vitrés, enfin bref. Et donc tout ça génère de la chaleur à la fois dans les habitations, mais aussi dans l'environnement. Et donc les architectes, les urbanistes, ils réfléchissent pour savoir comment demain la ville peut être plus fraîche. Et voilà, c'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est un projet qui a été fait par un cabinet d'architecture sur Paris. Donc là, vous reconnaissez la rue de Rivoli,
je sais pas ce que c'est, ça je crois que c'est un parc avec entre guillemets une vision futuriste de la tour Montparnasse. Et ce qu'on constate, c'est que on met de la végétation partout. Parce que la végétation, ça rafraîchit. Mais là, et ça rafraîchit comment? Par de l'évapotranspiration. Et donc ça consomme de l'eau. Et ben voilà. Et donc demain, grosso modo, on va vouloir rafraîchir la ville, donc on va planter partout, hein, et vous connaissez le projet métropolitain qui est le projet de 1 million d'arbres, qui est très bien, hein, parce que ça rafraîchit, mais ça demande de l'eau. Et comme je l'ai expliqué, j'ai de moins en moins d'eau. Et on m'en demande de plus en plus. Voilà. Hein, et donc on a un vrai défi qui est devant nous, hein, à savoir, on a une ressource qui se raréfie, hein, on a des besoins qui augmentent. Hein. Ce qu'on sait, c'est que sur la métropole, on est plutôt épargné sur le court terme, parce qu'on a de la ressource qui est suffisante a priori en nappe, mais on sait très bien que cette situation n'est pas durable dans le temps. Hein. Et donc les solutions aujourd'hui qu'on a, hein, il y a deux axes. C'est d'abord la question de la sobriété. Hein. Il faut que le tout à chacun consomme moins d'eau, ce qui va être compliqué parce que quand il fait chaud, on a plutôt envie de consommer de l'eau. Il va falloir qu'on se restreigne à la consommation d'eau. Hein, que ce soit à titre individuel, mais aussi pour son jardin. Hein, et donc, plutôt que de mettre un beau gazon qu'on arrose tout l'été, il faut peut-être changer de pratique. Hein, plutôt que de planter des tomates, il faut plutôt planter des cactus. Ah, bah oui. En tout cas, il faut avoir une vraie réflexion sur la façon dont on consomme, au-delà du fait que chacun essaye d'utiliser moins d'eau pour lui. Et entre guillemets, donc ça, c'est ce qu'on va reporter ou ce qu'on va demander l'effort à faire à tout le monde. Et le service de l'eau, lui, il va essayer d'améliorer la performance du service. D'une part, pour faire en sorte que toutes les gouttes qu'on prélève, on arrive à les amener à destination. Et ensuite, qu'on trouve de nouvelles ressources pour pouvoir faire face à la demande. Ce qui est un défi qui n'est pas simple. Hein, et pour lequel, aujourd'hui, dans les tendances qu'on peut voir, hein, même si on est épargné à court terme, il va falloir qu'on s'active là-dessus. D'une part, parce que les changements de comportement, en général, ils prennent du temps. Hein, ils ne se font pas du jour au lendemain. Et que d'un autre côté, pour faire des projets, on sait très bien que ça prend du temps, parce qu'aujourd'hui, ça nécessite un certain nombre de procédures, ça nécessite un certain nombre d'études, ça nécessite de la concertation, et donc c'est des choses qui ne sont pas simples. Surtout quand on parle de ressources en eau, parce que ce sont des sujets sensibles. Voilà, je vous remercie.